Gilles? Gilles? Ouais, T'es où? juste derrière. Tu suis la flèche. Suis la flèche. Hello, Ça va? bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, comme vous pouvez le voir, je suis avec la toute nouvelle Honda CBR 600 RR de 2024. Et je vais commencer cette vidéo par remercier tout simplement Honda Mertens Bruxelles. D'habitude, je dis Honda Mertens Zaventem, mais exactement c'est Honda Mertens Bruxelles pour m'avoir mis à disposition cette moto. Alors, bien sûr, je réalise le rodage de cette machine. J'ai fait à peu près 500 km avec. Et bien entendu, en même temps, j'en profite pour faire cette vidéo de présentation de cette moto qui reste une moto quand même relativement mythique dans la gamme Honda. Donc voilà, donc je vous retrouve dans quelques instants. On va commencer par la première partie qui est la partie histoire. Je vais vous parler un petit peu de l'histoire de cette moto avant de vous faire la présentation de cette moto. Donc on se retrouve dans quelques instants. Nous allons commencer par la première partie histoire. Et comme ce bout de bois, il a une histoire, ben cette moto, elle a une histoire. Alors, quelle est l'histoire de cette moto? Alors, il faut savoir qu'avant de s'appeler Honda CBR 600 RR, elle s'appelait Honda CBR 600F. Oui, les 600F que vous avez probablement connus, ou peut-être, ont existé juste avant ce modèle. Ce modèle est sorti, entre guillemets, version publique à partir de 2003. Et en fait, Honda a décidé tout simplement de créer cette moto parce que il y avait un certain pilote avec un numéro 46 qui était titré 2 fois champion du monde en MotoGP. Et donc, en fait, tout simplement, ils ont décidé de faire une moto avec un look beaucoup plus agressif, beaucoup plus sportif pour forcément la clientèle, mais aussi pour permettre à cette moto d'évoluer en championnat super sport. Et justement, c'est là où son histoire commence. C'est qu'entre 2002 et 2008, cette moto, pas celle-ci exactement, mais la fameuse CBR 600 RR a raflé tous les titres super sport pendant 6 ans. Pendant 6 ans, ça a été la reine des circuits, tout championnat confondu. Elle a remporté tous les titres. Ensuite, petit battement entre 2008 et 2010, où en 2010, elle est revenue, où elle a raflé de nouveau tous les titres super sport qu'elle a pu rencontrer. Et ensuite, elle a resté pendant un petit moment, entre guillemets, en arrière-plan jusqu'en 2014, qui a été sa dernière année où elle a vraiment été titrée en super sport. Ensuite, Honda a décidé d'arrêter la production de cette moto et ça s'est terminé en 2017. Il faut savoir quand même que cette 600 RR a été quand même l'une des motos les plus vendues et qui a été la plus appréciée en Europe. Donc, il y avait une grosse demande du public pour voir revenir cette super sportive dans le marché et surtout lui permettre de retrouver sa place dans les championnats, puisqu'il faut savoir qu'en Europe en tout cas, pour que l'une de ces machines puisse participer en championnat, il faut que ça soit une moto qui soit homologuée pour la route. Pourquoi? Parce que sinon elle passe en catégorie prototype, donc il faut que ça soit une moto qui soit homologuée et vendue de série sur la route pour ensuite participer au championnat. Donc Honda a décidé tout simplement de casser son portefeuille, puisque oui, en 2017, il n'avait pas décidé de passer les normes euro pour la faire évoluer, parce qu'il trouvait ça cher. Et puis, elle n'était plus trop vendue à côté des CBR 650R qui venaient d'arriver sur le marché. Donc bref, elle avait perdu la cote et donc voilà. Mais ici, Honda a décidé de la faire revenir sur le marché et de manière assez étonnante. C'est que cette moto, avec tout ce que je vais vous présenter, n'a pas augmenté de prix par rapport à la version 2017 qui était de 11 800 €. Elle est restée au même prix, mais avec tout un package. Waouh! Donc voilà, donc maintenant, je vais vous parler de son esthétique. Alors, je vais vous parler de la partie esthétique. Très clairement, cette moto est
tout simplement inspiré de la Honda CBR 1000RR-R qui est sortie en 2020. Donc toute la face avant, quand vous regardez ce look, en fait, que ce soit les petites ouvertures qui sont ici pour réduire tout simplement l'effort qui est ici au niveau de toute la partie de la bulle au niveau supérieur, que ce soit au niveau du feu avant, ce look très agressif, très profilé, cette prise d'air à l'avant qui a été complètement redessinée, toujours inspirée de la CBR 1000RR-R donc de 2020. Donc tout ça pour donner un look, pas simplement un look plus agressif, même les petites winglets, donc les petits ailerons qui sont ici, qui génèrent réellement de l'appui à partir d'une certaine vitesse pour stabiliser la moto, aussi bien sur les freinages, que ce soit sur les accélérations ou même les entrées de courbe. Bref, tout a été inspiré, bien sûr, de sa grande sœur. Au niveau du restant du carénage, on est resté sur un carénage relativement sobre, mais quand même des grandes ouïes, des grandes ouvertures pour vraiment laisser l'air s'écouler. Surtout que cette moto est équipée pour la norme Euro 5 d'un énorme catalyseur qui est en dessous. Ce catalyseur, il produit beaucoup de chaleur, donc attention à la chaleur. Au niveau du restant de l'esthétique, on remonte. Au niveau du réservoir, la petite différence qu'il y a, c'est que tout simplement maintenant, on a une coque, plutôt c'est toujours une coque, c'est du plastique ça. Donc voilà, donc en fait le réservoir il est caché ici en position à l'arrière, et donc c'est une coque en 2 pièces. Avant, sur les versions précédentes, c'était une coque en une seule pièce qui cache toujours en son centre un réservoir de 18 litres. Je vous laisse imaginer, il y a 18 litres qui est caché dans cette moto. Il faut savoir que la concurrence n'a jamais mis d'aussi gros réservoir caché en dessous de cette moto. Ce qui fait que au niveau de sa consommation, alors ça a été vérifié, la consommation annoncée par Honda est de 5,5 litres. Je vous annonce que j'ai fait 5,5 litres au 100 km avec cette moto. Donc avec son réservoir de 18 litres, on peut faire un total de 300 à 350 km total, ce qui est tout simplement magique. On continue au niveau de l'esthétique sur toute la partie arrière. Alors de manière assez étonnante, c'est que toute la partie arrière de cette moto, c'est la partie de 2017. Donc en fait, on est resté sur toute la boucle arrière qui a été sortie en 2017. Donc au niveau que ce soit de sa selle, que ce soit au niveau ici de la selle passager, ça reste dans la même forme, dans le même design et de manière assez comique. Bon, ici on a un échappement Arrow qui a été placé dessus par le concessionnaire, donc Honda Mertens Bruxelles, qui n'est pas disponible dans les options de chez Honda, c'est eux-mêmes qui l'ont placé. C'est un échappement qui était pour une version de 2017 parce que tout simplement les points de fixation sont exactement les mêmes. Seule petite différence, ce sont les clignotants. Des clignotants qui sont de nouvelle génération, donc des clignotants à LED. Ou on a des clignotants qui sont un peu plus discrets que les anciens, mais qui éclairent relativement bien. On retrouve ces clignotants sur quasi toutes les Honda de série. Et bien sûr, au niveau de l'avant, on reconnaît la signature des clignotants puisque ceux-ci restent allumés en feu de position. Donc pour indiquer votre position, comme ça leur évite d'avoir un autre éclairage. Donc voilà. Petite spécialité, c'est que les clignotants se mettent en mode warning au moment où on fait un freinage relativement brutal pour indiquer. Aussi, petite autre chose au niveau esthétique, c'est que Honda a décidé de placer les clignotants ici même pour permettre facilement le démontage pour ceux qui veulent transformer leur moto en version piste, parce que comme ça, ça évite de faire un trou dans le carénage. Puis, comme il y a l'écoulement d'air qui est très important sur ce côté de carénage, mais ça permettait d'intégrer les clignotants. Au lieu de les mettre dans les rétros, ça permettait vraiment aux gens qui souhaitaient la transformer en version piste ou retirer les rétros pour aller sur piste, de garder leurs clignotants, des choses ainsi. Donc bref, la modularité de la moto. Donc au niveau de l'esthétique, je pense que j'ai tout expliqué. Donc maintenant, on va se diriger juste un étage légèrement en dessous. On va parler du châssis avant de parler du moteur. Comme ça, on va d'abord parler de tout ce qui est train roulant et de tout ce qui a été modifié à ce niveau-là. Donc voilà, donc à tout de suite. Voilà, comme je l'ai dit, on va passer un étage plus bas. On va parler du châssis, donc châssis train roulant. Alors, quelles sont les nouveautés sur cette version 2024? Alors, de manière assez étonnante, c'est qu'Honda a décidé toujours de rester dans la simplicité. Donc, au niveau du châssis, on reste sur le même châssis que la version 2017. Donc, à ce niveau-là, châssis, bras oscillants, on reste sur la même chose. Au niveau du freinage à l'arrière, on reste sur un disque de 220 mm avec un étrier arrière Nissin, un seul piston. Au niveau de l'avant, on est sur un étrier de frein Tokiko
4 pistons et un disque de 310 mm. Bien sûr, le tout accordé par l'électronique et donc un ABS qui n'est pas déconnectable. Donc on reste sur un ABS d'origine. Au niveau du restant du châssis, comme je vous l'ai dit, on est vraiment resté sur une base très simple. On va remonter peut-être un petit peu au niveau des suspensions. Les suspensions, on est resté aussi sur des Showa Big Piston de 41 mm de diamètre, réglables aussi bien en compression qu'en détente, aussi au niveau de la précontrainte du ressort, mais aussi on a la possibilité de régler, donc pour ceux qui le veulent, donc de régler la hauteur en fait de la fourche à l'avant dans l'été de fourche pour changer en fait le comportement de la moto. Donc ce qui est assez important en tout cas en circuit pour vraiment changer le comportement. Donc plus l'avant de la moto est bas, normalement plus on augmente la maniabilité et plus l'avant de la moto est haut, plus on va gagner en stabilité. Au niveau de l'arrière, on est sur un amortisseur Unit ProLink qui est aussi réglable aussi bien au niveau de la précharge du ressort, et ici on a le réglage de détente pour on a le réglage de la détente, et en dessous on a le réglage au niveau du pied de la compression. Oui, vous ne le verrez pas parce qu'il est relativement bas. Au niveau du reste du châssis, des roues, on reste sur la même chose. Ici, Honda, d'origine, a équipé cette moto des pneus Dunlop Road Sport 2 en 180 à l'arrière et en 120 à l'avant. Donc là, on est sur un pneu qui est plus destiné à la route sportive que pour la piste. Donc voilà, c'est un pneu qui n'aimera peut-être pas forcément être malmené. Maintenant, reste à voir. Je vous avoue que je n'ai pas fait suffisamment d'essais avec pour vous dire comment se comportera les pneus, mais c'est relativement suffisant pour commencer. Au niveau du reste du châssis, tout est toujours le même. Petite chose que j'ai failli oublier, en 2017, elle l'avait déjà, mais on retrouve un amortisseur de direction. Donc ici, on a un amortisseur de direction donc qui évitera forcément le guidonnage de cette moto, qui permettra de stabiliser. Donc c'est un amortisseur de direction qui est électronique. Au niveau du reste, je pense que j'ai parlé de tout ce qui était au niveau du châssis. Donc là, on va parler maintenant du moteur. Alors le cœur même de cette moto, c'est bien sûr son moteur. Alors vous allez rire, il n'y a rien qu'à changer. Comment ça? Comment ça, il n'y a rien qu'à changer? Ben non, en fait on reste sur le 4 cylindres de la 600 RR de nouveau de 2017. Oui, Honda a décidé de faire ça. Pourquoi? Parce que c'est un moteur qui est fiable. Je peux vous dire que j'ai une connaissance qui a une moto de 2009, donc une CBR 600 RR de 2009, qui a presque 300 000 km au compteur et est toujours d'origine et je pense bien entretenu. Mais en tout cas, cette moto fait aussi bien de la route que de la piste. Donc Honda est resté sur un moteur de conception fiable. Seule petite différence, comme je l'ai dit, passage à la norme Euro 5 est juste caché tout en dessous, mais il faut réussir à aller le voir. Il y a le catalyseur de cette moto qui l'a fait passer en norme Euro 5. Et donc ce moteur s'est vu amputé de quelques mètres kilos de couple. Donc au lieu de faire 6,8 mètres kilos de couple, je pense qu'il fait 6,3 mètres kilos de couple. Et au lieu d'être disponible à partir de 11 000 tours, c'est seulement à partir de 11 500 tours minute. Et le régime moteur est passé de 13 000 à 14 500 tours minute. Donc pour aller chercher les 120 chevaux de cette moto, il faut aller à 14 500 tours minute et la zone rouge va jusqu'à 15 000 tours minute. Donc je vous laisse imaginer. Donc c'est un moteur à exploiter dans les très hauts régimes. Alors est-ce que ce moteur est creux? Parce que ça c'est la vraie question. C'était le véritable problème des 600 toutes confondues de l'époque, que ce soit R6, que ce soit GSX R600. C'était les moteurs qui étaient relativement creux. Eh bien non, Honda a pu pallier le problème grâce à une chose. Déjà de 1, une nouvelle admission avec des corps d'admission de 44 mm de diamètre contre 41 pour l'époque si je me rappelle, et surtout l'arrivée de ceci, l'arrivée de la poignée de gaz électronique. Oui, nous sommes sur une poignée de gaz ride-by-wire, donc tout simplement on n'a plus ces fameux câbles qui passent ici devant, donc on est vraiment sur une poignée de gaz électronique. Donc contrairement à avant où quand on tournait la poignée de gaz, on ouvrait directement les boîtiers papillons et puis le moteur gérait uniquement l'arrivée de l'essence. Maintenant, quand on tourne la poignée de gaz, on fait une demande au boîtier. On lui dit je veux 50% ou je veux 100%. Et c'est le boîtier électronique qui va tout simplement gérer aussi bien l'arrivée de l'essence dans les cylindres, mais aussi le flux d'air qui va arriver dans les cylindres. L'arrivée de cette poignée électronique
a permis l'arrivée de deux choses différentes. Aussi bien l'arrivée des modes moteurs, donc en fait c'est simplement la sensibilité de la poignée de gaz, donc la sensibilité, donc c'est l'arrivée de la puissance du moteur. Vous garderez 120 chevaux, peu importe le mode dans lequel vous serez, mais surtout c'est simplement la sensibilité qui va différer. L'autre chose que ça a permis, c'est l'arrivée d'un quick shifter up and down d'origine. Donc ça veut dire que tout simplement, quand vous allez commander cette moto, vous allez recevoir cette moto avec un quick shifter up and down qui est fourni de base sur cette moto. Ce n'est pas une option, c'est de base. Toujours pour le prix de celle de 2017, je rappelle, pour que vous vous imaginez. Donc voilà, donc au niveau du moteur, ça a permis aussi l'arrivée d'autres choses, comme par exemple, bien sûr, le traction control variable sur plusieurs positions. Mais tout ça, je vais en parler dans quelques instants. Dans, entre guillemets, la dernière partie, si au cas où j'aurais oublié quelque chose, je ferai une rajoute. Mais je vais vous parler de la partie électronique de cette moto parce que c'est là où il y a quand même une réelle évolution par rapport à la version 2017. Donc, à tout de suite pour ça. Nous voici dans la partie électronique. Et quelles sont les nouveautés électroniques pour cette moto? Je vous en ai déjà parlé de deux. Il y a l'arrivée, bien sûr, de cette poignée de gaz électronique. Il y a l'arrivée du quick shifter. Donc, qui dit poignée de gaz électronique dit gestion moteur, donc l'arrivée de la puissance différente. L'arrivée du traction control qui est réglable sur plusieurs positions, bien sûr. Mais aussi une centrale inertielle à 6 axes, ce qu'il n'y avait pas à l'époque. Donc maintenant, on a l'ABS cornering. Donc ça veut dire que tout simplement, quand vous êtes sur l'angle, vous pouvez prendre les freins, vous pouvez serrer les freins comme vous voulez. L'ABS réagira en fonction de l'angle que vous avez. Il y a aussi l'arrivée d'un anti-wheeling sur cette moto et un anti-stoppie. Donc tout simplement que vous allez pouvoir gérer à partir du tableau de bord de cette moto. Donc, en tout cas, vous allez pouvoir changer les différents paramètres à partir du tableau bord de cette moto. Donc, anti-wheeling, anti-stoppie, ce qui vous permettra bien sûr, sur une utilisation piste ou sur une utilisation route un petit peu sportive, de vous éviter de vous faire peur. Voilà. Donc maintenant, on va passer sur l'écomodo, tout d'abord. Alors du côté droite, c'est très simple, on a juste le bouton du coupe-circuit ainsi que le bouton start. Du côté gauche, en fait on retrouve aussi bien de quoi passer en longue portée ou tout simplement revenir en phare de route. Et on a ici l'option pour tout simplement faire des appels de phare. Ici on a les boutons pour sélectionner dans les différents menus, le bouton mode, le klaxon, le clignotant, les warnings. Et alors ici on le voit tout de suite, il y a un bouton lap, ça sera pour passer en mode circuit entre guillemets, donc tout simplement d'afficher le lap timer, donc pour vous enregistrer vos chronos. Au niveau du tableau de bord, on a cette magnifique petite animation avec son shift light qui était juste au dessus, et vous avez vu cette magnifique animation CBR. Ici on voit qu'on est tout de suite en mode circuit, parce que tout à l'heure lors de la première vidéo que j'avais fait, j'étais arrêté sur ce mode là. Donc on peut retrouver en mode circuit donc toujours le contour. On voit ici les différents lap timers, on a la vitesse, le rapport engagé. Si le quick shifter est sur on, ici on a les différents modes, donc ici qui sont paramétrables donc sur 3 niveaux, ça je vais vous le montrer dans un instant. Le trip A, le trip B, le total, et ici la consommation et les différents. Alors là je vais vous les montrer. Voilà, donc ici on a le trip A, donc consommation sur le trip A, donc 12 litres 3, donc c'est ce que j'ai consommé sur 243 km. Average speed, donc c'est la vitesse que vous avez fait, le temps que vous avez mis au guidon de votre machine. Ici on a l'affichage du contour, mais en version tour par minute, donc consommation instantanée. Et puis ici la consommation au 100 km, donc 5 litres 6, c'est ce que j'ai fait sur 243 km. Au niveau des modes moteurs, tout simplement, en fait ici on a la possibilité d'avoir donc 3 modes moteurs. Donc ici on a le mode 1 qui est le plus agressif. Donc c'est le mode sport si vous préférez. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez Power 1. Donc en fait quand vous êtes en Power 1, c'est que vous êtes full puissance. Donc c'est en fait la poignée de gaz est la plus sensible. On a le traction control qui est disponible sur plusieurs positions, l'anti-wheeling et ensuite le frein moteur. Vous avez donc le mode 1, mode sport. Vous avez le mode 2, mode intermédiaire. Le mode 3, c'est un peu un mode confort ou un mode pluie.
Ensuite, vous avez User qui vous permet de paramétrer cette moto. Donc, vous avez la puissance sur 3 positions, vous avez le traction control sur 9 positions, vous avez l'anti-wheeling sur 3 positions et vous avez le frein moteur sur 3 positions. Si vous mettez le frein moteur sur la position 1, vous avez le frein moteur minimum et sur la position 3, le frein moteur maximum, si je ne dis pas de bêtises. Alors là, je vais effacer le lap time tout simplement ici grâce au bouton que je vous avais montré. Si Sarah veut bien lâcher la caméra un instant ou vient venir. Donc vous tenez le bouton appuyé lap ici pendant 3 secondes et vous allez revenir au mode tout simplement normal. Prends-moi ça. Donc voilà, vous allez revenir au mode normal. Et puis là, je t'invite à revenir sur le Komodo. En fait, si vous appuyez sur le bouton Cell et mode en même temps, pendant 3 secondes, en fait, vous allez pouvoir passer dans le menu où vous allez pouvoir régler la fonction du Quick Shifter. Alors vous allez pouvoir tout simplement sélectionner si vous voulez le Quick Shifter Up. Donc en fait simplement si vous cliquez ici vous pouvez l'activer ou le désactiver. Même chose avec le Quick Shifter Down, vous pouvez choisir d'activer ou désactiver le Quick Shifter Down. Et vous pouvez régler la sensibilité du Quick Shifter, donc le niveau 1 étant le plus sensible et le niveau 3 le moins sensible. Donc ça vous permettra tout simplement de paramétrer votre moto comme vous le voulez. Si vous estimez que vous touchez le Quick Shifter et directement il se déclenche et vous avez du mal à passer vos rapports. Donc voilà. Au niveau de la HISS Indicator, c'est simplement le témoin lumineux pour entre guillemets l'antivol de la moto qui pourrait être affiché sur le tableau de bord. C'est le témoin rouge qui clignote. Au niveau du lap time, c'est ici où vous allez pouvoir revoir vos temps autour et aussi nettoyer nettoyer les temps autour que vous avez fait. Donc ici vous pouvez avoir, voilà, donc vous avez l'affichage du temps autour, le lap, donc le nombre de tours que vous avez fait, la vitesse, le régime maximum que vous avez pris, la température maximum que vous avez fait. Voilà, donc à ce niveau là vous pouvez nettoyer bien sûr vos datas et ensuite revenir en arrière. Au niveau du display, là on peut sélectionner 3 modes. Donc le mode circuit, je vous l'ai montré, c'était le tout premier avec le lap timer. Donc là, c'est grâce au bouton que je vous ai montré sur le Komodo, vous pouvez l'activer. Vous avez le mode, donc ça c'était le mode circuit. Vous avez le mode street, c'est celui de base, que vous avez pu voir aussi. Et le mode mécanique, c'est simplement pour afficher des données, comme ici, le contour, le grip angle, donc c'est l'angle max que vous avez pris avec la moto. Donc le rapport engagé, la température d'eau et ensuite le niveau de la batterie. Vous voyez, le niveau de la batterie descend parce que j'ai recommencé plusieurs fois cette vidéo pour vous la faire correctement. Toujours Sarah qui se marre dans mon oreille. Ensuite, il y a le Shift Light Indicator. Donc lui, c'est pour pouvoir tout simplement régler donc, la valeur de déclenchement du Shift Light. Donc en fait, vous avez ici le Shift Light en partie supérieure, ici qui va s'afficher. Tout simplement, vous allez pouvoir afficher quand vous voulez la limite de votre Shift Light. Donc ici, vous avez par exemple 9004, 9006. Donc je l'avais mis exprès pour moi le voir fonctionner et pour pouvoir voir le réglage. Donc ici, on a le réglage tout simplement de la luminosité de l'écran. Donc vous avez automatique et vous avez jusqu'à 8 positions différentes. Vous avez le fond d'écran. Vous pouvez sélectionner donc automatique. Vous pouvez sélectionner un fond carbone, métallique, black, white et auto. C'est aussi simple que ça. User Letter, c'est tout simplement pour rajouter votre nom, en fait, tout simplement sur votre tableau de bord. Donc au lieu de CBR600RR, vous pouvez mettre votre pseudo si vous le souhaitez. Ça peut être un peu plus sympa. Là par contre, vous devez aller jusqu'au bout pour valider. Voilà, j'ai été trop vite. Il faut que je refasse le tout. Excusez-moi. Voilà. Ensuite, vous pouvez afficher au niveau des favoris, c'est simplement les différents affichages que vous voulez afficher en premier au moment où vous allez les sélectionner. Au niveau du général, c'est pour changer l'heure, la date, ici l'unité ou tout restaurer par défaut. Au niveau du service, on va retrouver tout simplement le réglage de la maintenance. Donc c'est le kilométrage ou la moto où vous allez devoir faire l'entretien de votre moto, que ce soit la maintenance mécanique ou la vidange, et la date à laquelle vous allez devoir le faire. Vous allez pouvoir ici aussi activer ou désactiver le Quick Shifter. Bon, il n'y a il n'y a pas besoin d'y chipoter puisque vous avez le Quick Shifter qui est fourni d'origine sur la moto. Et ensuite, vous avez le Sport EQ. Donc, c'est en fait tout simplement si vous avez l'EQ
spécial pour pouvoir tout simplement rouler sur circuit et qui ne sera disponible probablement que si vous avez une licence réservée à la piste. Et puis ensuite, vous avez le bouton Exit pour tout simplement sortir du menu, s'il veut bien. Voilà. Donc je pense qu'au niveau de l'électronique, j'ai tout dit. Sarah n'arrive plus à décoller du compteur. Je vous jure, elle se marre, mais elle n'arrive plus à décoller du compteur. Je vous avoue que c'est vrai que c'était une partie un petit peu plus longue, même s'il n'y a pas beaucoup d'options, il n'y a pas de connectivité avec cette moto. On est sur une moto qui est principalement dédiée pour un usage plutôt piste que sur un usage route. Alors, j'en profite tant que je suis assis sur cette moto, même si c'était dans la partie électronique, pour vous parler de la position assise. Comme vous pouvez le voir, de manière assez étonnante, c'est que c'est une moto où on est vraiment assis dans la moto. On voit que le réservoir remonte quand même un petit peu. Et donc je suis, là j'ai les deux pieds bien au sol. Je fais 1m78. Je fais 1m78, de nouveau la selle est quand même relativement elle est quand même large, mais vous voyez que j'ai les deux pieds bien au sol et là je suis réglé avec la moto est dans son réglage initial, donc de base de sortie d'usine. Au niveau de la position assise, on a des guidons, malgré qu'on a des guidons bracelets, je trouve que la colonne de direction est relativement haute, donc en fait toute la partie carénage est un petit peu plus basse et donc en fait on a une position relativement agréable. Alors oui, on a la jambe qui est relativement bien pliée, mais je vous avoue qu'elle n'est pas fatigante. Par exemple, je possède une CBR 1000 RR de 2009 où j'ai l'impression que je suis un peu plus loin et un peu plus penché sur l'avant. Là, je trouve en fait qu'on a une position un petit peu moins agressive que sur certaines sportives de même génération ou entre guillemets de génération précédente. Donc pour moi, c'est une moto que je trouve agréable pour rouler sur la route. Elle n'est pas trop fatigante au niveau de la position. Et toujours Sarah qui se marre. La seule petite chose dont je vais vous parler, c'est que tout simplement, comme cette moto est passée en norme Euro 5, et ça c'est une chose que j'ai dit, que j'ai souvent dit à Sarah, c'est qu'en fait tout simplement, vu qu'on a ce catalyseur qui est assez important, plus tout ce moteur qui est englobé de carénage, on a énormément de chaleur dans toute cette zone-ci. On a énormément de chaleur, donc à tout moment on sent vraiment cette chaleur. Alors est-ce que c'est intenable? Non, c'est pas intenable, sauf si on est sous des températures de 40 degrés, où là effectivement, si on roule, je vais dire assez lentement, on peut sentir vraiment toute cette chaleur qui stagne un peu ici derrière. Est-ce que c'est dû aux normes? Probablement, mais pour moi c'est pas vraiment un inconvénient, mais je tenais à vous le dire. Au niveau du reste, je pense vous avoir tout présenté, mais je vais quand même me replonger dans mes fiches avant de vous laisser. Donc, je vous dis à tout de suite pour cette toute dernière partie. Honda Power of Dream. Désolé, je ne sais pas faire l'accent anglais. Voilà, nous voici arrivés dans la dernière partie où je vais tout simplement vous résumer un petit peu les chiffres de cette moto. Donc tout simplement, désolé, je me fais attaquer par une araignée qui vient de je sais pas où, mais bref. J'ai l'araignée au plafond sûrement, bon bref, voilà. Donc, ça va pas le faire si elle commence à rire, bon bref. Je vous jure qu'elle se marre derrière la caméra, mais c'est épique, hein. Vous la voyez pas, mais moi je la vois. Donc, pour rappeler un petit peu les chiffres, donc on est sur une moto avec un poids total de 193 kg. Alors, il y en a certains qui disent tout plein fait et puis il y en a d'autres qui disent à vide. Donc, je vous laisse faire votre choix. Soit si Honda, ils disent que c'est 193 kg à vide, ce qui me semblerait un petit peu beaucoup. Au niveau de la puissance du moteur, on est sur une puissance de 120 chevaux à 14 500 tours minute. Un couple maximum qui va arriver donc de 6,3 mètres/kg qui va arriver à 11 500 tours minute. Une consommation, plutôt un réservoir de 18 litres total avec une consommation environ de 5,5 litres au 100 km. En tout cas, moi j'ai réussi à le faire avec cette moto. Donc ce qui vous donnera une autonomie entre 300 et 350 km, ce qui est relativement intéressant. Au niveau du tarif de la moto, on est resté sur le même tarif depuis 2017 jusqu'à maintenant 2024. Donc elle n'a pas évolué au niveau tarif. Par contre, on a une foule d'options nettement mieux, que ce soit le traction control, que ce soit l'anti-wheeling, que ce soit l'ABS cornering, donc l'IMU qui équipe cette moto, que ce soit la poignée de gaz électronique, que ce soit le quick shifter up and down. Bref, tout ça qui apporte un gain à cette moto, qui la rend beaucoup plus exploitable encore qu'à l'époque et qui vous permettra tout simplement de la régler dans tous les sens possibles et qui la modernise vraiment. Donc pour moi,
Je trouve que c'est une moto extrêmement agréable pour rouler sur la route, puisque oui, j'ai fait un essai complètement routier, donc ça veut dire que j'ai roulé en bon père de famille sur cette moto qui m'a été très gentiment prêtée par Honda Mertens Bruxelles. Alors je suis sincèrement désolé, vous pourrez retrouver cette moto à l'essai chez eux. Par contre, vous devrez tout simplement posséder le permis A depuis 5 ans pour pouvoir faire l'essai de cette moto. Et attention, si vous la faites tomber, vous aurez une franchise de 2 500 € à payer en cas d'accident avec cette moto, même si c'est pendant un essai. C'est l'assurance qu'ils utilisent qui ont imposé ces 50 permis et le risque des 2 500 € de franchise si cette moto, s'il lui arrive quoi que ce soit. Au niveau du reste, j'ai envie de dire c'est une moto relativement agréable. Alors Sarah m'a fait remarquer que je devais parler un petit peu du confort de la selle de manière assez étonnante. C'est que sur à peu près presque 300 km que j'ai fait il y a quelques jours, je l'ai retrouvé relativement confortable par rapport à certaines sportives avec lesquelles j'ai pu rouler. Et j'ai envie de dire que cette selle passager, elle est purement... Alors, elle n'est pas purement décorative par rapport à d'autres, mais par contre, entre la position du repose-pied et de la selle arrière, je vous laisse imaginer que le passager ou la passagère aura probablement les genoux au niveau des oreilles du pilote. Donc vous aurez une position relativement pas forcément agréable. Par contre, la selle, elle a quand même un petit peu de surface par rapport à d'autres modèles. Hein, donc on a quand même... Alors au niveau des options sur cette moto, parce que ça j'ai oublié d'en parler, les options. Vous pouvez avoir en option un capot de selle. En option, vous pouvez avoir des poignées chauffantes. En option, vous pouvez avoir les liserés que vous voyez ici, les liserés de jantes Honda Racing. Vous pourrez retrouver aussi en option un sac de selle. En dehors de ça, vous ne retrouverez aucune d'autre de ces options. Sur cette moto qui m'a été prêtée donc par Honda Mertens Bruxelles, se sont permis d'installer cette bulle MRA. Cette bulle donc qui n'est pas disponible dans les options de chez Honda. C'est une bulle haute, parce que sinon la bulle est beaucoup plus basse. Et cet échappement Arrow qui est toujours, qui ne fait pas partie des options de chez Honda, donc ça vous devrez les commander. Aussi dans les options Honda, vous pourrez retrouver aussi le bouchon de remplissage ici, qui est en option, mais voilà. Donc pour le moment, pas encore beaucoup d'options qui sont disponibles. Probablement à l'avenir, ça j'ai pas posé la question, vous avez vu, il y a normalement l'écu, donc l'écu sport qui sera disponible pour la passer en configuration circuit, mais pour moi, ça ne sera que soit pour des modèles qui auront été vendus uniquement pour le circuit, donc pour une utilisation uniquement piste. Après, je ne connais pas le prix de cet écu et comment il sera disponible, ça je n'ai pas eu les infos. Donc voilà les amis, je pense que nous sommes arrivés au bout de cette vidéo, donc je tiens encore une fois à remercier Honda Mertens Bruxelles pour le prêt de cette moto. Vous pourrez retrouver cette moto à l'essai chez eux si vous avez 50 permis. 50 permis A. Et bien sûr, voilà, je vous invite vraiment à aller faire un tour chez eux et à faire l'essai de cette moto parce que croyez-moi, si vous n'avez pas encore rempli votre nom dans le carnet de commande, n'hésitez pas, cherchez une sportive. Franchement, voilà, j'en dis pas plus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo, bien sûr, si vous l'avez vraiment aimé, hein, soyons d'accord. Et bien sûr, commentez. Si vous avez des questions sur cette moto, j'hésiterai pas à vous répondre. Si vous avez aussi d'autres infos, n'hésitez pas à les partager. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez trouvée utile et s'il y a certains de vos amis qui souhaitent avoir des informations sur cette moto. Alors, je suis désolé, je ne fais pas de caméra embarquée pour la simple raison que la vidéo est déjà relativement longue. Et de plus, il n'y a pas eu de grosse différence, donc je vous laisserai sur quelques images embarquées que j'ai fait sur une montée que je connais bien, où j'ai roulé un peu sport, mais tout en respectant quand même le code de la route et surtout la vitesse. Allez, sur ce, moi, je file. Je file. Voilà, je file. Oui, mais c'est de la triche chez l'échappement Arrow. Allez, je file.